Notre invité ce matin, Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Numéro 2, liste UMP, région Île-de-France, l'une des 8 régions. Et Français de l'étranger. Et Français de l'étranger. Rachida Dati, vous êtes députée européenne sortante. Je vais vous lire simplement le mail de Pierre, c'est l'un de nos auditeurs. Voilà ce qu'il m'a écrit. Les Français en ont assez d'être roulés dans la farine par les promesses non tenues de tous ces politiques, UMP qui enlèvent des droits ou qui ont enlevé des droits et PS qui promettent un changement qui n'arrive jamais. Quant à la voyageuse avec ses 4 enfants en vacances, allusion à Souad Mera, la caisse d'allocation familiale lui verse-t-elle toujours ses allocations alors que ses enfants ne vont plus à l'école? Bien, il résume tout. Ce mail, le sentiment des Français qui qui ne veulent pas vraiment aller voter. On parle de 40% de vote. Dimanche, une abstention à 60%. Pourquoi, Rachida Dati? Pourquoi? C'est une élection qui a toujours connu une abstention très forte. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que cette élection qui concerne l'avenir de nos enfants, et les jeunes aujourd'hui, l'Europe, c'est synonyme. Les jeunes aujourd'hui vont à Berlin, à Madrid, à Londres, mais comme ça. Ça circule, mobilité, pas de passeport, même pas de problème de change pour certains pays. Et à la fois, ce sont ceux qui votent le moins. Tellement pour eux, l'Europe est une évidence, pour des tas de raisons. Donc là, c'est vrai que vous avez raison, c'est comme toujours, c'est que quand les choses sont évidentes, on a l'impression qu'il n'est pas utile de se mobiliser. Mais cette élection européenne est absolument capitale, puisque ce sera la première fois que la gouvernance européenne va vraiment changer. Le traité de Lisbonne qu'on a fait adopter en 2008, qui est maintenant de l'application depuis 2009, va être plein et entier dans son application. La première chose, moi j'ai contesté Barroso pendant tout le mandat, donc et de manière assez directe. Ça va être la première fois que le président de la Commission européenne sera désigné par des élus au suffrage universel, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il était désigné par les États. Finalement, mais qu'est-ce que ça va changer pour le citoyen? D'abord, le Parlement européen va enfin avoir son nom de Parlement pour de vrai. Avant, il ne légiférait pas vraiment. Là, il était consulté quand on voulait bien le consulter. Aujourd'hui, il va... C'est-à-dire que vous ne serviez à rien, quoi. Non, on était une chambre d'enregistrement quand on voulait nous donner des choses enregistrées. Mais simplement, aujourd'hui, il va légiférer dans pratiquement toutes les matières. Il aura son mot à dire dans pratiquement toutes les matières. C'est important. Donc aujourd'hui, sur le mode de gouvernance de l'Europe, le président de la Commission européenne n'aura plus la toute-puissance qu'il avait jusqu'à maintenant. Le Front National, si le Front National est en tête dimanche, ce serait humiliant pour la France, a déclaré Jean-François Copé. Vous êtes d'accord? Ça serait un recul. Ça serait humiliant? D'abord, la France, qui n'existe plus sur la scène européenne pour l'instant, reculerait encore beaucoup plus si elle venait à reculer au Parlement. Mais une humiliation? Est-ce qu'on peut dire une humiliation? Je trouve que l'image qu'on donnerait sur la scène européenne, mais aussi sur la scène internationale, de dire que les Français ont voté pour des partis extrêmes, des partis qui sont dans le rejet finalement de l'ouverture au monde et qui veulent uniquement le repli sur soi, qui veulent évidemment qu'on revienne à une France repliée sur elle-même. Le signal est quand même pas extraordinaire. Oui. Est-ce que la campagne de l'UMP a commencé avec la tribune de Nicolas Sarkozy? Non. Non. C'est ce que j'ai dit hier. Oui. Voilà. Pourquoi cette tribune, cette tribune, elle était quoi? Elle était, elle reprend le programme sur lequel on fait quand même campagne depuis de nombreuses semaines. Donc heureusement que la campagne ne démarre pas depuis la tribune de Nicolas Sarkozy. Sinon, il nous restait 48 heures. Donc voilà, cette tribune, elle vient conforter... On a l'impression, c'est vrai qu'en lisant les commentateurs ou en écoutant... Vous en avez fait un événement médiatiquement. Voilà, moi je considère, je considère que cette tribune... C'était pas un événement. Mais cette tribune conforte notre programme et nos positions. Elle nous conforte. Donc sa voix est importante. Il a été acteur de cette Europe. D'abord, il a fait une très bonne présidence de l'Union européenne, une présidence française... Dans la tribune, pardon, alors là je vais vous arrêter, Rachida Dati, dans la tribune, Nicolas Sarkozy critique sévèrement le fonctionnement de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'Europe. Non mais d'accord. Enfin, il a été, 10 ans au pouvoir. La droite a été 10 ans au pouvoir. On a réformé... Il a présidé quelles sont les choses la communauté européenne. Oui, mais sur Schengen, par exemple. L'Union européenne. Non, mais sur Schengen, par exemple. Il a conduit à ce qu'il y ait un début de modification des dispositions de Schengen. Mais attendez, ça se fait pas en 3 mois. Il dit tout va dépendre du couple franco-allemand. Non, il dit c'est nouveau, ça? Non, il dit pas que tout va dépendre. Il dit que le couple franco-allemand est
absolument nécessaire et fondamental dans le fonctionnement. Moi, je ne suis pas... Enfin, franchement, je vais peut-être le dénoter. Oui. Je suis candidate aux élections européennes. Je suis sur la ligne de mon parti. Mais s'agissant du couple franco-allemand, moi, franchement, je ne rêve pas du modèle allemand pour les Français. Je vous le dis tel que je le pense. Vous n'êtes pas là sur la même ligne que Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'effectivement, ils ont un commerce extérieur excédentaire, ils ont un taux de chômage extrêmement bas, mais ils ont une pauvreté qui s'est beaucoup accrue, ils ont un pays qui vieillit. Moi, franchement, le modèle allemand, c'est pas forcément ce que je nous souhaite. Mais je nous souhaite dans les fondamentaux, que nous ayons une croissance qui reprenne, que nous soyons plus à zéro, que nous ayons un chômage des jeunes beaucoup plus bas, parce que effectivement, c'est lié aussi à l'éducation, à l'apprentissage, à l'alternance. Il n'y a pas de contrat d'avenir en Allemagne. Donc, moi, effectivement, je suis pour que nos indicateurs rejoignent ceux de l'Allemagne. Mais après, sur le modèle de vie, le mode de vie, je ne souhaite pas forcément ça. Remplacer Schengen 1 par Schengen 2, j'ai pas très bien compris d'ailleurs. Alors d'abord, on peut pas suspendre Schengen comme ça, dire demain on suspend et on revoit le traité. Ce qu'il faut, c'est modifier les modalités de fonctionnement et les dispositions. Schengen, c'est quoi? C'est un espace de liberté de circulation entre certains pays. Donc on est à 22, je crois, aujourd'hui. Ces pays-là sont les frontières extérieur d'un espace de liberté de circulation. Si on veut le préserver, circuler librement, sans formalité particulière. Vous voulez le préserver? Bien sûr. Et en toute sécurité, il faut que vraiment ces frontières extérieures de cet espace soient totalement sécurisées. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Si vous prenez par exemple, que ce soit l'Italie, regardez Lampedusa, la Grèce. Comment sécuriser? Comment sécuriser à l'extérieur? Mais comment sécuriser entre le continent africain et le continent européen? D'abord, on remet plus de moyens, là où c'est nécessaire. Peut-être qu'on peut réorganiser surveillance des frontières. On nous a dit que des moyens étaient mis, on nous l'a répété, l'Europe l'a dit. Non, on en a mis, effectivement, on a augmenté les moyens lorsque Nicolas Sarkozy était président de l'Union européenne. Et même plus tard, quand il était président de la République. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est revoir l'organisation de la gestion de ces frontières extérieures. Est-ce qu'il faut plus de moyens humains et technologiques? Sans doute. Est-ce qu'il faut revoir dans l'allocation des ressources du budget européen? Sans doute. Parce que moi, je considère que l'Europe doit s'intégrer dans certains domaines, mais elle doit aussi ne pas s'occuper de tout. Il y a des domaines qui ne doivent pas la concerner. La famille, en l'occurrence. La famille, alors je vais revenir sur la famille tout à l'heure, mais Guénaud qui ne votera pas pour vous? Donc Henri Guénaud ne votera pas pour vous? Je n'espère pas de le convaincre d'ici dimanche. Nous sommes très amis et c'est quelqu'un, d'abord, c'est un homme de conviction. Je trouve qu'en politique, c'est quand même important. C'est quelqu'un qui a quand même fait gagner 2 présidents de la République par ses idées, par ses convictions justement, par aussi son talent. Et donc, on ne peut pas ne pas l'écouter. Donc, et il représente aussi des Français qui pensent comme lui. Donc, on fait quoi? On va dire non, tu ne représentes que toi et tais-toi et circuler à plus rien à voir. Vous pensez qu'il va voter pour vous? Je ne désespère pas de le convaincre. Vous allez y arriver? Mais je pense que dans cette histoire, c'est devenu une affaire personnelle, on l'a radicalisé. Comme de dire, comme Alain Juppé, il faut l'exclure. Enfin, dans un grand parti, quand on est une grande personnalité, on n'exclut pas. On apaise, on rassemble, on essaye de maintenir le... Et Laurent Wauquiez qui veut une Europe à 6? Non, alors, il dit pas on veut une Europe à 6, il dit... Noyau dur, il faut un noyau dur. Et puis pour les pays plus périphériques, qui est une Europe un peu à la carte. Ce qui est d'ailleurs possible avec le traité de Lisbonne, c'est ce qu'on appelle les coopérations renforcées. C'est tout à fait intelligent et important. Moi, quand j'étais garde des Sceaux, j'ai fait sur certains domaines des coopérations renforcées avec des pays européens. Bien, Rachida Dati, le fameux traité transatlantique, c'est l'un des sujets qui agite d'ailleurs les auditeurs ou les téléspectateurs. Oui, ça intéresse beaucoup. Oui, bien sûr, mais évidemment. J'avais une question toute simple. Qui négocie au nom de l'Europe? C'est la Commission. Qui a un mandat. Les États ont donné un mandat. C'est-à-dire qui a la Commission? C'est le commissaire. Le technocrate Van Gurt. Carrel. Donc oui, moi, ne me demandez pas à moi. J'ai tellement, quand je dis taper, j'ai tellement été contre le fonctionnement de cette commission. Elle a beaucoup échoué. Barroso. C'est-à-dire qu'elle négocie au nom de tous les États européens. Les États lui donnent un mandat. Parce que cet accord est dans les tuyaux depuis de nombreuses années. Mais le mandat a été donné l'année dernière. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que cet accord, on ne s'est pas réveillé hier en disant tiens, on va faire un accord transatlantique. Cet accord était en discussion, grosse discussion. Depuis longtemps. Et on a vu l'intérêt de l'Europe d'avoir ce type d'accord. Un intérêt d'abord d'avoir un marché plus ouvert. On va y revenir un intérêt d'avoir des normes quasi équivalentes et pas des normes à la baisse mais des normes au niveau européen pour ne pas nous empêcher d'accéder à des marchés, mais aussi de la même manière d'imposer des normes à des pays qui peuvent les brader, notamment en termes
environnemental. Et donc, l'année dernière, après toutes ces discussions qui ont eu lieu, l'année dernière, les États ont donné un mandat à la Commission. Un mandat à la Commission qui négocie, donc, au nom des 28 pays de l'Union européenne. Bon, il faudrait savoir d'abord quels sont les négociateurs, parce que ça a l'air secret, ça ne l'est pas tout à fait, parce que quand on va sur Internet, on trouve des informations sur cette négociation. C'est quand même assez secret, pardonnez-moi, c'est secret, Rachida Dati, mais c'est secret pourquoi? C'est secret parce que ce sont des négociations. Parce que ce sont des négociations et qu'on ne veut pas qu'en face on connaisse totalement notre stratégie pour protéger aussi nos entreprises, les consommateurs. Je comprends, sauf que, vous avez raison, sauf que on négocie, on dit et on répète partout, nous voulons accéder au marché américain, notamment au marché public américain. Oui, ça c'est, donc on dit, on met sur la table notre objectif. Mais quel est l'objectif des Américains? L'objectif des Américains, c'est de pouvoir aussi accéder aux 500 millions d'Européens que nous sommes. Comment? Parce que justement. En faisant sauter quelles normes qui nous protègent en Europe? Mais justement, donc ça veut dire qu'on est forcément des nuls, des faibles et des idiots. C'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que dans une négociation. Non, mais vous dites effectivement les Américains. Qu'est-ce qu'on cédera aux Américains? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on cédera aux Américains? Les Américains vont céder s'ils ouvrent leur marché public. Mais attendez, mais ici, donc c'est à l'inverse. Donc c'est les Américains qui vont céder. Les Américains vont céder s'ils ouvrent. Oui, mais en contrepartie, ils exigeront bien quelque chose. Monsieur Bourdin, c'est quoi une négociation? Quand vous négociez avec votre patron? Oui. Une négociation, c'est des deux parties. On fait des efforts des deux côtés. Alors, quels sont les efforts que l'Europe est prête à faire? Il y aura des incontournables, par exemple sur les normes sanitaires, sur les normes environnementales. C'est ce qu'on nous dit. Ça sera non négociable. C'est ce qu'on nous dit. Et je vais vous dire, pour les États, même le commissaire X, Y, Z, ce qu'on veut, fera ce qu'il veut, l'accord sera adopté par le Parlement européen. C'est-à-dire qu'il passera par le Parlement européen. Donc si ça ne nous convient pas, c'est non. On représente encore les citoyens. Oui. Donc si ça ne nous va pas, c'est non. Nous serons bien obligés de céder sur certains points. Mais pourquoi vous dites céder? Mais parce que dans une négociation, chacun fait des efforts. Donc nous ferons des efforts. Dans quel domaine? J'aimerais le savoir parce que je n'ai jamais cette réponse. Aujourd'hui, vous avez raison, les parlementaires que nous sommes, nous n'avons pas les éléments de départ. Vous-même, vous les avez pas? Non, les parlementaires, non, on les a pas. C'est quand même extraordinaire, ça. On grappille des éléments à la Commission. Mais ça, c'est quand même extraordinaire, donc, non? ça va changer. Il n'y a pas cette opacité insupportable. C'est pour ça que nous hésitons à voter. Oui, allez-y. Là, le président de la Commission, il va être désigné par qui? Par qui? Par les citoyens. Par la famille politique qui sera majoritaire au Parlement européen. C'est pour ça que je dis aux citoyens, faites très attention dans votre vote. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité dans le choix du président de la Commission. Attendez, M. Barroso, il était de votre camp, me semble-t-il, non? Enfin, moi, j'étais pas favorable. Il a fait un premier mauvais mandat. Oui. Très mauvais mandat premier. Et le deuxième a été qui l'a reconduit? Ah ben ça a été nous, je reconnais. Est-ce que le pouvoir de Nicolas Sarkozy l'a reconduit? Oui. Mais bien sûr, mais est-ce que je le nie? Mais simplement, c'est que les États nous l'imposent. Ils l'ont imposé au Parlement. On fait juste une audition. Mais les États nous imposaient le président de la Commission. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc le président de la Commission, qui sera désigné suite à l'élection des députés, pensez qu'on le laissera faire n'importe quoi? Il va aller négocier, puis il va nous dire, bon alors maintenant voilà, c'est fait, vous mettez votre signature en bas de la copie? Non. Parce que là, il sera obligé d'abord, on va le convoquer, on va pas l'inviter, on va le convoquer pendant toute la période des négociations, à nous rendre compte sur l'avancement des négociations, sur les secteurs. Pas question de les suspendre, ces négociations. Vous n'êtes pas favorable à la suspension. On n'a pas commencé. On va pas suspendre un truc qui n'a pas commencé. Ou les interrompre, ou les. Non mais ça n'a pas commencé. Oui. Donc on verra après. Mais pour l'instant. Renoncer. Mais renoncer, on n'a pas commencé. On renonce à quoi? On renoncer à ouvrir des négociations puisqu'on n'a pas commencé. C'est dans l'intérêt aussi des Européens d'avoir accès aussi à un autre grand marché. Et puis c'est aussi un moyen, si nous avons cet accord avec les États-Unis, ça sera aussi un rapport de force très favorable pour nous, pour pouvoir aussi peser sur les marchés chinois, par exemple. Voilà. François Fillon, que vous aimez beaucoup, déclare que... Vous l'aimez beaucoup, François Fillon? Non, mais je dis ça au passage, je dis ça, Rachida Dati, comme ça, au plaisir, oui. Il déclare que le bureau politique de l'UMP devra répondre à la question de savoir si Jean-François Copé a toujours sa place à la tête du principal parti d'opposition. Il a dit ça comme ça dans ces termes? Il a dit ça, oui. Vous êtes d'accord ou pas? Non, ou sur la gouvernance? Oui, sur la gouvernance, sur ce qui se passe à l'UMP. Parce que Jean-François Copé a été élu par des militants, c'est statutaire, je sais pas comment on fait sauter quelqu'un qui a été élu. Mais qu'il rende des comptes, entre guillemets. Vous attendez quoi, là? Plus de transparence à l'UMP? J'attends que notre parti gagne dimanche.
Bon. Honnêtement, on est là-dessus. Bon. Alors, après, on verra. Après, ça va être une autre histoire qui va recommencer. Ben, on va... Vous voulez savoir quoi? Vous êtes l'une des dirigeantes de l'UMP. Vous avez été ministre, Rachida Dati. Mais oui, mais non. Mais vous avez raison. Non, mais c'est pour ça que après, si on pouvait être juste tranquille. Oui. Pour nos élections de dimanche. Parce que je veux dire, ça exaspère les candidats qui disent, c'est toujours, enfin, ceux qui sont en haut, qui appellent à l'unité, à l'apaisement, c'est eux quand même qui mettent le foutoir. Mais si ça exaspère les candidats, c'est qu'on n'a pas la vérité, on n'a pas la transparence. Vous avez raison, ça exaspère. Promise. Oui, attendez, monsieur Bourdin. C'est tous les jours, vous avez des gens qui traquent, qui collent des affiches, qui se font engueuler, qui rendent des comptes. Et puis, ceux qui nous donnent des ordres d'en haut, là, ce sont eux qui créent les turpitudes, qui se divisent, qui se mettent sur la figure. Vous pensez à qui, à Jean-François Copé, François Fillon, mais ils sont rivés sur 2017, ils oublient les élections intermédiaires parce que nous on est au charbon avec les militants et les sympathisants, les candidats. Parce que c'est pas eux qui se font engueuler sur le terrain, ils y vont beaucoup moins que le militant ou le sympathisant qui colle l'affiche. Donc si ces gens d'en haut pouvaient à un moment donné regarder un peu plus en bas et se rendre compte des dégâts qu'ils font par leurs agissements et leur turpitude. Donc ça, c'est la première chose. Il y a turpitude à l'UMP. Bien sûr, la turpitude, c'est tous les jours. Vous croyez quoi? Parce que vous croyez quoi que dans les réunions entre eux, parce que vous savez que on est passé d'un bureau politique très ouvert, mais il y avait trop de monde. Oui. Donc on est passé à un bureau politique un peu restreint, mais il y a encore trop de monde. Donc on est passé à un bureau politique statutaire où il y a vraiment moins de monde. Et donc là pareil, donc il y a un petit conclave, ils vont décider, puis après on va exécuter. Oui, vous allez exécuter. Donc il y a turpitude à l'UMP et vous demandez... Moi, je demande rien. Vous demandez quoi? Si, vous êtes représentant vous le dites, des sympathisants, des militants. Attendez, on a gagné le municipal. J'espère qu'on va gagner les européennes. Je demande qu'à partir de lundi, on soit un ordre de bataille pour les autres conquêtes qui arrivent et qu'on arrête. Donc peu importe ce qui s'est passé, peu importe. Il y a une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire. Donc l'enquête judiciaire va donner une issue, va forcément apporter des éclairages, des éclaircissements. Et Jean-François Copé a dit lui-même qu'à partir de lundi, il sera à votre place lundi matin à 8h35. Je lui poserai la question. Voilà. Oui, ça tombe bien parce que j'espère qu'il va rendre tout ça un peu plus clair. Il a promis la transparence. Il a promis la transparence. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certains dans ma famille politique. Enfin, il ne faut pas non plus qu'on prenne prétexte de cela pour que les autres se placent pour un autre combat qui ne concerne pas les militants et les sympathisants. Certains le font. Non mais faut pas non plus prendre prétexte. Qui fait ça? Non mais il faut pas. Mais non mais si vous dites ça, vous pensez à qui? Non mais moi j'en appelle à Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, que tous ces gens-là. C'est que chacun se place pour 2017. Oui non mais il faut que. C'est ça aujourd'hui? Oui non mais que quand ils demandent, quand ils demanderont à avoir des éclaircissements, c'est pas pour récupérer quelque chose. Ou se faire valoir pour une autre bagarre personnelle. Voilà, qui pense aux militants, qui pense aux sympathisants, qui pense aux électeurs et qui pense aux Français. Détournement, s'il y a eu détournement d'argent d'une manière. Mais ça, c'est le procureur. Non, mais je dis pas si. On verra bien. Oui, mais l'UMP est morte. Mais non, mais je dis pas si. Vous invitez Monsieur Molins, la procureure de la République de Paris. Je peux vous donner l'adresse et le numéro de téléphone. Vous l'invitez, puis il vous dira sur quoi il enquête. Bon. J'ai vu que vous avez soutenu l'idée de laisser un bureau à Bertrand Delanoë. Oui, je veux dire. Vous n'êtes pas d'accord avec Nathalie Kosciusko-Morizet? On est plusieurs. Il y avait Bernard Debré, Yves Pozzo-di-Borgo. Il y avait d'autres élus, d'ailleurs UMP, je vous le dis, qui d'ailleurs n'ont même pas voulu assister au vote pour ne pas voter différemment du groupe. Moi, j'ai souhaité assister. Pourquoi je me suis abstenu? Je me suis abstenu. Oui, vous êtes abstenu, oui. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a eu une diminution des enveloppes des collaborateurs, notamment pour les mairies d'arrondissement. Donc, je trouvais que de dire on fait des économies et rajouter une dépense, c'était pas cohérent dans la politique de Anne Hidalgo. Pour autant, il a été maire pendant très longtemps et c'est vrai qu'on peut lui accorder ça. Ça a été un des rares maires, grands-maires. C'est-à-dire qu'au sens, il a exercé pleinement ce pouvoir. Il a donné de la densité au mandat de maire de Paris. Alors, c'est vrai qu'il reçoit du courrier, et, il a encore sans doute... Donc, moi, je trouve qu'il répond au courrier comme maire honoraire, parce que il devient maire honoraire, il y a des critères et des conditions. On peut lui accorder... D'ailleurs, c'est transitoire et provisoire, puisque la mesure va être revue, je crois, d'ici 1 an ou 1 an et demi. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut être un peu républicain. Donc, c'est pour ça que nous sommes nombreux à l'UMP, je vous le dis, plus nombreux que vous ne croyez, à avoir été ou favorables à ceux qui ont voté pour, ou certains, comme Bernard Debré et d'autres, nous étions présents et nous nous sommes abstenus, et d'autres qui ont voulu, par leur absence, adouber la mesure. Voilà. Merci Rachida Dati d'être venue nous voir déjà.